On va y aller avec ça. Bon, c'est beau comme ça? Et l'enregistrement semble être en cours. Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre. On pensait peut-être que c'est un peu du co-développement. Finalement, ça ne sera pas tant du co-développement. Là, c'est vraiment plutôt une rencontre d'information sur l'évaluation et la pérennisation des projets nationaux financés par Action Climat Québec. Donc, vous êtes tous des porteurs de projets nationaux qui ont été financés récemment. Là, donc, à l'appel de projet, vous avez reçu votre lettre à la fin janvier 2025. Donc, vous êtes tous notre nouvelle cohorte de projet et vous avez tous, soit au sein même là, du cadre normatif dans CQ, vous avez tous de l'évaluation de projet à faire et nous vous avons tous mis une condition de produire des plans de pérennisation pour vos projets aussi. Donc, tous les projets nationaux avaient la même clause. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu vous présenter les outils, les gabarits et les attentes du FAQDD en lien avec ces deux items-là, l'évaluation et la pérennisation de vos projets. On les regroupe parce qu'ils sont interreliés un peu ces deux questions-là. Ça reste deux projets différents, mais souvent, il y a un peu d'évaluation à faire pour pouvoir bien pérenniser vos projets. Donc, ça reste quand même deux thématiques qui s'abordent bien ensemble. Et puis, bon, voilà, vous avez tous cette condition-là. Alors, je me présente, moi c'est Claudia Laviolette, je suis conseillère en mobilisation collective et innovation sociale au FAQDD. Moi, je suis responsable de la démarche d'évaluation au FAQDD. En fait, FAQDD a été mandaté par le ministère de l'Environnement pour bonifier le suivi et l'évaluation des projets financés par Action Climat Québec. Donc, moi, on m'a donné ce dossier-là au FAQDD. Et je suis accompagnée pour certainement la première partie de la rencontre par ma collègue Manon, qui, elle, est responsable, Manon Couture, qui est responsable de la démarche, des démarches de pérennisation des projets ACQ. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on commence par le tour de table. Donc, je vais enlever la présentation pour qu'on puisse bien se voir pendant qu'on la fait, mais vous pouvez prendre des notes en ce moment juste pour voir un peu de quoi vous pouvez parler. Mais j'aimerais ça qu'en 3 minutes, vous décriviez aux autres personnes présentes aujourd'hui le projet qui a été financé par Action Climat Québec. Donc, vous pouvez commencer par nommer l'organisme que vous représentez, mais ensuite, c'est vraiment là, le projet. Bon, vous pouvez présenter certains aspects du projet en 3 minutes, vous devrez être succinct, mais vous pouvez parler du problème auquel votre projet s'attaque, la problématique visée, les hypothèses, les objectifs du projet, la population visée, les activités et même du résultat ultime visé par le projet. Donc, en 3 minutes, essayez de faire un petit topo succinct de votre projet, en fait, pour que les autres puissent comprendre qu'est-ce qui a été financé par Action Climat Québec. Alors, je départage mon écran pour tous vous voir et je propose de vous donner la parole l'un après l'autre en commençant par les gens que je vois sur mon écran. Donc, Fanny, Jean, tu serais à ma droite, je te laisserai commencer. Oui, merci, moi, enchantée. Donc effectivement, je suis Fanny, donc je représente la coop FA, c'est un petit peu affiché avec moi, qui est un organisme d'éducation relative à l'environnement depuis 15 ans, avec notamment un programme qui est plus connu même que la coop, qui s'appelle Carbone scolaire, qui est un programme de sensibilisation. Mais ce que Action Québec Climat finance pour les 3 prochaines années, c'est Ecolab, qui est la suite de ce programme de sensibilisation, qui est donc pour Ecolab un programme de mise en action et un programme entrepreneurial pour les jeunes du primaire. Donc bien sûr, avec la thématique des changements climatiques. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser et de mettre en action les jeunes de 9 à 12 ans en créant leur petite entreprise. Donc, c'est eux qui vont aussi sensibiliser leurs parents et les autres élèves de l'école. Chaque projet a un objectif de réduction de gaz à effet de serre qui est quantifié avec le CIREG. Donc, c'est à quantifier, une quantification réelle de l'impact des élèves. Donc, l'objectif est double, hein, c'est donc de développer en soi des acteurs de changement pour demain et puis développer des compétences pour ça à travers l'entrepreneuriat, en plus de la sensibilisation dont on connaît les impacts directs. Voilà. Excellent. C'est vraiment un très beau projet. Merci, Fanny, pour la C'est présentation. gentil. Je ne sais pas Merci. s'il y a des doublons de chaque organisme. Je vais quand même donner la parole, mais si Juliane Duplante et de COPFA aussi, tu peux me le dire, mais je pense pas. Donc, Non. Juliane, ça sera à toi. Fi- Ouais, c'est ça, Finance Montréal que je remets. Finance Montréal.
Donc moi je suis Julien donc de Finance Montréal, conseiller finance durable et action climatique chez Finance Montréal et nous sommes une grappe industrielle et on fait partie du projet Impact, l'idée par Montréal in Vivo. Alizé sera, je pense, plus en mesure de présenter l'ensemble des partenaires et des acteurs. Donc Alizé, est-ce que tu es là? Je suis Oui, tu là. es là. Bon. Donc voilà, donc nous on est partenaire en tant que grappe des services financiers du Québec et on fait partie justement de cette mobilisation intergrappe Impact, industrie mobilisée pour l'action climatique et la transition et afin de servir justement les PME du Québec. Sur les sujets de transition, des sujets d'action climatique, donc vraiment construire de la capacité, de la sensibilisation, mais aussi inciter au passage à l'action. Donc, je vais laisser Alizé plus exposer parce que c'est elle, la team lead Montréal in Vivo. Donc, voici. Et puis, il y a Amélie aussi qui est avec nous, d'Ecotech, qui fait partie de cette belle team qu'on a créée pour justement être unis et avancer ensemble conjointement et adresser ce sujet qui est aujourd'hui prépondérant et desservir cette population qui est malheureusement très souvent laissée à elle-même, donc les PME, essayer de les outiller, de les aider, de les accompagner dans cette transition. Donc, Alizé, si tu veux Oui, ajouter. merci Julien. Bonjour à tous. Alizé Gouronnec, je travaille chez Montréal in Vivo. Donc c'est ça, je représente le projet Impact, donc comme l'a dit Julien, Industrie mobilisée pour l'action climatique et la transition. C'est vraiment une initiative intergrappe, donc avec Finance Montréal, Ecotech, donc Amélie, je pense que tu vas être la prochaine à parler après. Avec aussi le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, ALU Québec euh, et Aéro Montréal. Donc, on a décidé de mutualiser nos forces pour avoir une force de frappe justement plus grande pour aller chercher le plus possible d'entreprises et en particulier des PME à se sensibiliser, se mobiliser envers la réduction des émissions de GES, mesurer bien sûr ces émissions et ensuite passer à l'action, donc avec un petit accompagnement pour rentrer dans l'action suite à la mesure de ces émissions. Donc, des activités, on va dire, classiques, formation, classe de maître, communauté de pratique, accompagnement, puis accès à une plateforme de mesure également. Euh, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un projet intersectoriel. Donc, il y aura des activités qui seront intersectorielles et d'autres qui seront plus sectorielles, étant donné que parfois, on a des besoins qui sont les mêmes à travers les grappes et des fois qui sont plus spécifiques pour traiter de différents sujets. Merci, Alizé. Amélie, le rôle d'Ecotech dans tout ça? Bonjour tout le monde. Donc, ça, nous aussi, on est collaborateurs du projet. Et puis, moi, aujourd'hui, je suis surtout ici pour écouter, puis réfléchir avec Alizé, Juliane et puis les autres membres de l'équipe par la suite, comment avancer ensemble. Fantastique. Merci beaucoup. Beau projet qui vise une population complètement différente des jeunes du primaire avec la coop FA et alors les business, une autre population accompagnée. Merci beaucoup. La prochaine sur mon écran, ça serait Marie. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je travaille chez Équiterre et je vais pouvoir laisser la parole à Muriel Vrins, qui est notre directrice des programmes et on est trois dans la conversation aujourd'hui, qui va pouvoir vraiment vous détailler plus le projet. Oui, bonjour tout le monde. Merci Marie. Donc, je travaille chez Équiterre justement avec Marie, puis qui est également aussi présente avec nous aujourd'hui, Gaëlle Zwicky, qui est chargée de projet en éducation alimentaire. Donc, nous, notre projet là, qui reçoit le soutien financier d'Action Climat, c'est la santé planétaire au menu des écoles du Québec. Donc, l'objectif de ce projet-là est de favoriser l'implantation de menus de santé planétaire. Ce qu'on entend par des menus de santé planétaire, c'est dans le fond des menus qui sont composés d'aliments sains, locaux, éco-responsables, donc respectueux du climat, qui sont à la fois nutritifs tant pour notre santé que pour l'environnement et donc réduction des gaz à effet de serre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir ces menus-là davantage implantés dans les milieux scolaires du Québec et surtout aussi d'aller chercher l'adoption par les jeunes, les familles et les communautés pour atténuer et s'adapter au changement climatique.
Donc, comment y arriver? On a principalement, dans le fond, le projet s'articule autour de 3 grands volets. Le premier étant de travailler justement avec des acteurs de l'offre alimentaire actuelle, tant au niveau primaire que secondaire, principalement, là, notamment le club des petits déjeuners, la cantine pour tous, pour vraiment les accompagner dans une démarche de bonification de leur menu et de travailler justement l'approvisionnement de ces aliments-là. Puis ensuite, d'étendre ça en renforçant les capacités des parties prenantes, donc à chercher à mobiliser davantage d'acteurs qui offrent une alimentation scolaire à l'école et finalement de sensibiliser les jeunes, leurs familles à adopter ces menus de santé planétaire-là, donc de prendre plaisir à manger ça à l'école, mais également à ramener ça à la maison au sein de leur famille et de leur communauté, donc à travers une série d'activités éducatives et des concours de mobilisation. Donc, voilà. Merci Muriel. Je ne sais pas si Gaëlle, tu avais quelque chose à rajouter. Excellent projet. Moi, c'est moi qui suis ce projet-là. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des études en alimentation durable, donc c'est un projet qui est proche de mon cœur, évidemment. Merci beaucoup Muriel. Prochaine personne, j'aurais Étienne sur mon écran. Étienne Morin. Bonjour, mon nom est Étienne Morin, chargé de projet en biodiversité chez Nature Québec. Le projet qu'on a, en fait, c'est la suite d'une phase 1 qui avait eu lieu, qui a terminé en 2024. Donc, ça se nomme En mode solution nature. La phase 1 visait à accompagner des municipalités, MRC et tout, dans la mise en place d'un plan d'action pour intégrer les solutions nature sur leur territoire. Donc, par exemple, mieux dans les 3 axes des solutions nature, là, mieux gérer la restauration puis la conservation. Ces plans d'action-là ont été faits. Puis là, dans la phase 2, un des volets de cette phase-là, ça va être d'accompagner ces municipalités et partenaires municipaux-là dans la mise en œuvre du plan d'action pour s'assurer que les actions sont bien en place et qu'ils prennent vie. Un autre volet, c'est l'accompagnement de 12 MRC situés dans 8 régions différentes pour l'intégration des solutions nature pour le climat dans les plans climat qui sont en train d'être élaborés par les MRC. Donc ça va être un gros morceau. Puis, à travers tout ça, on vise à créer une communauté de pratique nationale pour que les acteurs puissent partager les bons coups, les mauvais coups, les apprentissages pour créer comme un milieu plus dynamique là, vers les solutions nature pour stimuler un peu l'action municipale pour l'adaptation au changement climatique. Fantastique. Encore une fois, un tout autre nouveau public, les acteurs municipaux, un beau projet. Vraiment à sécu, là, ça va dans toutes les directions avec les projets, c'est fantastique. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Je pense qu'il reste seulement un projet qu'on n'a pas parlé, les autres étaient dans les autres projets. Donc, Jean Célin, ça serait à ton tour. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean Celin, je travaille pour Vélo Québec et je représente donc l'Académie Vélo Sympathique. C'est un programme qui avait déjà été financé par le passé par Action Climat, mais quelques changements dans cette nouvelle mouture. Déjà, on change de nom, on s'appelait le Mouvement Vélo Sympathique, maintenant on s'appelle l'Académie Vélo Sympathique. Si vous ne nous connaissez pas, en fait, le programme a été vraiment basé sur un programme de certification donc, qui s'adressait aux collectivités, aux organisations et aux campus. C'était un programme d'accompagnement. Les organisations, les campus, les collectivités devaient remplir un formulaire de candidature et recevaient un grade de certification et recevaient aussi toujours un rapport de rétroaction qui permettait de les guider vers les actions à mettre en place de façon prioritaire pour développer une réelle culture vélo donc, dans leur milieu. Le petit changement maintenant avec l'Académie Vélo Sympathique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on s'adressait un petit peu toujours au même milieu dans le cadre de la certification, c'est-à-dire des milieux souvent bien avancés et que les milieux qui étaient plus débutants étaient un petit peu rebutés par
par la démarche de candidature. Donc, notre choix, ça a été de s'adresser à ce public-là en proposant désormais tout un programme qui consiste en un diagnostic préliminaire et en la mise en lien avec différents mentors qui viennent de différents milieux plus avancés. Et également, notre Académie Vélo Sympathique va comprendre tout un programme de cofinancement, donc cofinancement possiblement de certaines installations, mais aussi cofinancement des activités de formation à la pratique du vélo, d'encouragement à la pratique du vélo. Donc c'est le petit changement. Et puis derrière tout ça, il y a il y a tout un pan qui touche plus à la communauté de pratique via notre site web, mais via aussi des événements, donc des colloques et des congrès qu'on organise annuellement. Donc voilà pour nous. Fantastique. Et une belle diversité de thématiques dans la mobilité, l'alimentation durable, les technologies vertes. C'est vraiment, vraiment fantastique de voir tant de diversité. Il reste 2 personnes qui n'ont pas été présentées à l'écran. Je pense que je vais vous donner l'opportunité de vous présenter tout de suite nos collègues du ministère de l'Environnement. Il y a Jean-Thomas Lortie-Keating et Stéphanie Ferreira. Et en fait, peut-être juste vous présenter un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le cadre d'Action Climat Québec. On va parler plus tard des effets recherchés par le programme avec eux, mais peut-être, Jean-Thomas, tu peux commencer par te présenter au reste du groupe. Oui, Jean-Thomas Lortie-Keating. Donc, par le passé, j'ai travaillé sur Action Climat Québec là, directement là, dans le suivi des projets. Donc, j'ai suivi le projet Mouvement Vélo Sympathique ou chez Équiterre Vélo-Volt à l'époque. Donc, maintenant, on prend un peu de recul. On compte sur l'aide précieuse du FAQDD pour assurer le suivi, l'analyse des demandes et tout. On reste impliqué, par contre, au niveau du ministère sur le renouvellement du programme. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage à vide là, de moments où les organismes n'ont pas de programme Action Climat Québec pour les soutenir. Donc, on travaille déjà à préparer la prochaine phase d'Action Climat Québec. Et pour ça, donc, la première étape, c'est l'évaluation. Puis pour nous aider dans l'évaluation, on a fait appel à notre nouvelle collègue Stéphanie, qui est là depuis, qui est nouvelle, mais depuis l'automne, depuis septembre. Stéphanie, je te laisse te présenter. Bon, bonjour tout le monde. Je suis Stéphanie et donc ici, je vais m'occuper de faire l'évaluation de la 2e phase du programme Action Climat. Donc, il y a ici déjà certains projets qui connaissent déjà le programme dans les phases précédentes. Donc, si jamais vous entendez parler de l'évaluation de la 2e phase, c'est moi qui s'occupe. Et voilà. Oui, donc, comme Jean-Thomas l'explique, l'évaluation de la phase 2, c'est central, et l'évaluation même de la phase 3, toute évaluation, on va en parler tout à l'heure, mais ça reste vraiment important dans le renouvellement de ce genre de programme-là. Donc, et puis, on va avoir une discussion justement là, par rapport aux effets recherchés par le programme. C'est une réflexion en cours au ministère, donc ça va suivre un peu plus tard dans la rencontre. Donc, nous sommes 5, il y a 5 porteurs de projets différents aujourd'hui nationaux. On en a 9 de financés, donc il y en a 4 qui manquent aujourd'hui qui ne peuvent pas être présents. C'est pour ça que la rencontre elle est enregistrée, simplement pour qu'on puisse mettre l'information accessible à tout le monde. Alors, sans plus tarder, à moins qu'il y ait des questions, commentaires d'emblée, ça va? Sans plus tarder, je passerai donc la parole à ma collègue Manon Couture qui va commencer par vous parler de pérennisation. Donc, bonjour, bienvenue. Je voulais juste m'assurer qu'on voit bien ma présentation. Excellent. Oui. Merci. Donc, moi, aujourd'hui, on m'a mandaté à vous présenter la pérennisation. Donc, la pérennisation, ça peut être un concept là, qui est utilisé à toutes sortes de sources. Donc, le but, c'est de définir le concept avec vous aujourd'hui, puis ce qui sera attendu de vous par rapport aux conditions qui ont été émises. Donc, j'ai prévu un 20 minutes de présentation, un 10 minutes de questions à la fin. Si je n'ai pas de questions, j'ai des exemples que je pourrais vous fournir aussi, là, dépendamment de votre besoin.
Donc, moi, j'ai été choisie dans l'équipe pour vous parler de pérennisation parce que je cumule 15 ans de travail en OBNL, autant en tant que chargée de projet, coordonnatrice, directrice. Et puis, j'avais déjà beaucoup la réflexion sur l'autofinancement des projets, sur aussi comment diversifier les revenus de l'organisme, des organismes là, dans lesquels j'étais. Donc, j'ai aussi un peu d'expérience en économie sociale. Donc, le but de cette rencontre-là, c'est vraiment de vous introduire au concept. Il y a une présentation qui est plus complète sur le portail, qui dure à peu près 45 minutes. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la regarder. Sinon, bien sûr, vos conseillères, on est à travailler là, à se former, puis à être capable de vous accompagner dans le processus, dans vos réflexions surtout. Donc, la présentation va surtout tourner autour du concept, ce qu'on vous propose comme démarche de planification, puis bien sûr, il y a une période de questions, comme je disais tout à l'heure. Donc, au-delà du lancement de votre projet, comment planifier la durabilité de vos activités? Donc, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont déjà entendu, plus qu'entendu, mais qui ont conscience du concept, qui ont déjà pensé à ces choses-là en termes de pérennisation. Donc, peut-être à main levée dans vos réactions, là, dans le petit onglet avec le petit bonhomme, ceux pour qui ils sont familiers un peu avec l'aspect de pérennisation quand on parle de ça. Merci Fanny de ta réaction. Donc, le concept aujourd'hui, c'est important de le définir parce qu'il est utilisé de toutes sortes de manières, autant auprès des organismes en développement international, dans les systèmes de santé, lorsque c'est le temps d'implanter dans des mégastructures des nouvelles façons de faire, puis aussi au sein des entreprises, là, quand on passe entre la recherche et développement puis l'implantation dans une même entreprise. Donc, pour s'entendre sur le même concept, pour un peu ce qu'on recherche quand on parle de pérennisation, c'est la définition qu'on vous propose, c'est la poursuite d'activités concluantes d'un projet qui a bénéficié d'un financement de démarrage. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que le financement se poursuit, mais qu'au moins, on est en mesure de mettre en place des choses avec ce financement. Donc, l'objectif ultime, c'est une utilisation continue des résultats après la fin du projet ou une poursuite des impacts dans le temps. Donc, ce n'est pas tant le projet qui est peut-être appelé à durer, mais ses résultats et ses impacts. Donc, je vous présente très rapidement aujourd'hui le schéma du cycle de vie d'une innovation sociale qui est produite par le TIS. Le but, ce n'est pas de vous effrayer, on ne le verra pas en détail, mais c'était simplement pour vous introduire au cycle de vie d'un projet qu'un projet peut avoir. Puis, vous verrez qu'en rouge, à chaque étape, le projet peut venir à ses fins, à sa fin, pour toutes sortes de raisons. Donc, par contre, il y a quand même une poursuite des activités ou une poursuite des impacts qui peuvent se poursuivre grâce à nos partenaires, grâce à toutes sortes d'implantations qui peuvent avoir eu lieu. Donc, on va bien sûr avoir besoin d'évaluer notre projet puis nos activités, d'où le fait qu'on mixe aujourd'hui la rencontre avec la présentation sur l'évaluation de vos projets. C'est que souvent, on pense à évaluer les résultats, mais on pense moins à évaluer les processus, les procédures et la structure de nos projets. Est-ce que notre structure est efficace? Est-ce qu'on se re-questionne sur nos procédures, sur nos façons de faire? Est-ce qu'on atteint une certaine efficience? Donc, ces procédures, ces processus, cette structure, il faut quand même être capable de voir si, après un certain roulement, on doit les adapter. On doit innover ou on doit les conserver tels quels parce que les résultats sont maximaux. Donc, quand on parle de pérennité, il faut regarder au niveau de 5 facteurs. Donc, il y a la mémoire organisationnelle. Donc, est-ce qu'on intègre nos ressources facilement? On sait qu'il y a souvent de la mouvance parmi les ressources humaines, que ce soit dans nos organismes ou auprès de nos partenaires.
Donc, est-ce qu'on est capable de stabiliser notre expertise? Est-ce qu'on réunit l'expertise soit dans le sein de nos équipes ou au sein de notre partenariat? Est-ce que le leadership est clair, est partagé? Est-ce que c'est bien entendu? Ensuite, est-ce que les codes, les valeurs sont les mêmes? Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment déterminer au niveau de nos partenariats vers quoi on va. Donc, c'est vraiment de se re-questionner quand on fait des partenariats, des fois aussi sur des questions autant de fond que des valeurs. Bien sûr, c'est bien documenter nos règles, de documenter nos processus, nos décisions, comment tout ça est inclus dans la planification. Donc, plus on a de partenaires, plus les règles doivent bien documenter. Un exemple, j'ai eu à reprendre un organisme où ça faisait 6 mois qu'il n'y avait plus de directeur. Donc, j'ai vraiment apprécié avoir des procès-verbaux qui avaient été très bien faits, avec un système d'archivage aussi qui était excellent. Ça m'a permis vraiment de ne pas reproduire certaines erreurs ou encore de ne pas à refaire ce qui avait été déjà fait. Donc, des fois, en ayant de la mouvance aussi dans nos équipes, c'est des choses que quand on a bien documenté le tout. Donc, c'est ça qui va assurer aussi notre pérennité dans le temps. Donc, il y a un aspect de temporalité. Aussi, on a-t-il une capacité d'adaptation? Est-ce qu'on est aligné sur le besoin du milieu? Si on sent une résistance, est-ce qu'on est capable d'adapter le projet? Ça sera beaucoup moins énergivore que de changer le milieu autour de nous. Donc, il faut vraiment regarder si nos processus nous permettent d'être adaptables. Puis aussi, bien sûr, l'élément central de la pérennité, si on veut avoir des impacts qui se perpétuent ou qui prennent de l'ampleur, c'est notre réseau de partenaires. C'est eux qui vont nous permettre, de poursuivre le projet, d'y donner de l'ampleur, mais est-ce qu'on permet aussi l'appropriation par nos partenaires des projets? Est-ce qu'on maintient les relations? Comment qu'on fait notre planification de communication? Ça aussi, ça se planifie auprès de nos partenaires. Ensuite, bien sûr, on va prôner l'approche collaborative pour que nos impacts soient les plus collectifs et aient le plus d'ampleur possible. Donc, puis ça va aussi nous permettre, une possible appropriation de certains éléments de projet après la fin du projet. Ça va nous permettre aussi un recul face au projet pour avoir une diversité de points de vue. Ça va nous permettre d'être mieux connectés aux besoins du milieu. Puis, bien sûr, comme je disais, un plus grand impact. Donc, notre conseil, c'est d'avoir une réflexion dès le départ avec nos partenaires, c'est d'avoir une transparence, d'avoir des décisions puis des évaluations qui sont les plus collectives possibles, donc dont les processus sont bien connus aussi, de maintenir une ouverture à de nouveaux partenariats. Puis aussi, de créer, ça va nous permettre de créer des opportunités aussi en ayant des nouveaux partenaires ou plus on réseaute finalement. Donc, on vous propose des questions qui vont vous permettre de rester agile, que vous ayez une certaine maturité ou que le projet soit en démarrage. C'est des questions qui peuvent vous permettre aussi ensuite de vous dire, bon, on évalue quel aspect pour répondre à cette question. Le projet est-il encore sous la forme qui répond le mieux à la problématique? Donc, c'est vraiment des façons de se remettre en question. Est-ce que certaines étapes peuvent être plus efficaces ou ne portent pas les fruits escomptés? Est-ce qu'on sent qu'il y a de la résistance? Est-ce que les partenaires peuvent avoir une part plus active et autonome dans le projet pour lui donner de l'ampleur? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser au fil des projets. C'est des exemples, tout simplement, là, qu'on vous propose. Quand on est rendu à l'évaluation, on peut peut-être dire, on peut regarder le projet dans son ensemble ou on peut le décortiquer en activités. Donc, que ce soit le projet ou les activités, il y a comme 4 grandes façons d'aboutir en quelque sorte les activités ou de leur donner de l'ampleur. Il y a bien sûr la session.
Donc, c'est-à-dire de le donner à un autre organisme. Donc, l'autre organisme le reprend en totalité ou en partie, va essayer de le porter plus loin, va aller vers un autre public. C'est là aussi l'étape où ça peut être aussi d'institutionnaliser notre projet. Donc, on peut penser au recyclage, qui était au départ une démarche citoyenne, puis qui est maintenant rendue à l'échelle nationale. Donc, on a tous de l'ambition, là, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être aussi de l'essaimage. Donc, la nuance avec la cession, c'est que c'est une stratégie de changement d'échelle qui va s'appuyer sur la réplication de la solution. Donc, un organisme développe quelque chose, un service conseil, et il va le transmettre à son réseau de partenaires qui sont capables de déployer ce même service dans d'autres régions. Donc, qui vont donner une ampleur peut-être de passer de régional à national ou un peu un changement d'échelle qui réplique la solution qui est quand même, donc qui a été pensée de façon à être réplicable. C'est ici aussi qu'on peut avoir des transferts à d'autres organismes aussi. Mais toujours dans une solution qui ne cherche pas nécessairement à avoir de l'ampleur, mais plus au niveau géographique. Ensuite, il y a la consolidation. On peut aussi voir à opérer, continuer d'opérer à la même échelle, de façon similaire, en y apportant des améliorations. Ça peut être certaines parties de projet ou encore le projet, si on voit qu'il y a encore des impacts à réaliser, puis qu'ils n'ont pas besoin de prendre de l'ampleur aussi, c'est quelque chose de possible. Le projet, au niveau de la dissémination, le projet, ben, lui, il perdura pas dans le temps, mais les apprentissages vont avoir été communiqués, puis vont permettre d'améliorer la thématique. Exemple, mon projet fournit une fiche éducative. On s'est assuré que les enseignants soient appropriés. Mais mon projet de concevoir des fiches éducatives, cette activité-là n'a plus besoin d'avoir lieu, mais il faut savoir que l'enseignant, lui, va continuer à le donner. Donc, c'est là qu'on a disséminé, en quelque sorte, nos impacts. Je ne sais pas si vous aviez des questions plus précises sur le concept. C'est sûr que j'ai été rapidement, j'avais un peu de temps là, pour vous en parler. Sachez qu'on va continuer à proposer des lectures aussi là, dans les prochains mois, donc sur le sujet, si vous voulez pousser plus loin. Donc, au niveau de la démarche, on vous propose une planification en 4 étapes. La première étape, c'est vraiment d'évaluer les fondements. Donc, je vais les reprendre un peu plus loin. Aussi, s'assurer de voir au niveau du consensus. Donc, qu'on a une compréhension partagée de la pérennité du projet. Donc, peut-être certains partenaires verront plus d'attrait dans certaines activités que dans le projet lui-même, tandis que votre organisme voit ça différemment. Donc, c'est de vraiment s'entendre pour avoir une démarche participative, collaborative. Bien sûr, il y a l'étape d'évaluation des éléments pérennisés. Donc, savoir au temps zéro nos ressources, puis après, ben, comment on met en place l'évaluation pour s'assurer que nos éléments à pérenniser pourront bénéficier de certaines étapes ou de certaines actions pour qu'on y arrive à la fin là, à être prêt à transférer, à disséminer, à consolider. Et bien sûr, ben, la dernière étape qui sera la plus importante, c'est d'élaborer une stratégie. Ça concerne autant les projets qui ont une certaine maturité que les projets de démarrage. Les fondements vont vraiment tourner au fait de ben, est-ce qu'on est à la même diapason au niveau de la mission du projet, de ses objectifs, des activités, de l'évaluation, des valeurs. Si le projet, je pense que vous avez tous un modèle logique. Peut-être que c'est un modèle logique que vous avez tout simplement pas nécessairement soumis à vous dans l'intégralité. Donc, ça peut être un bon moment de le tester en réalité. Hein. Souvent, c'est un truc qu'on utilise pour la subvention, mais comment on l'amène plus loin, comment on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça peut être une façon de faire. Donc, de se remettre en question. Donc, c'est vraiment comme une étape à faire avec votre comité
idéalement, que ce soit un comité qui soit dédié à ça ou votre comité stratégique, ou peu importe là, votre structure que vous avez. Ensuite, c'est d'avoir un consensus. Ça, c'est l'étape un peu d'avoir une vision partagée de la pérennité. C'est quoi notre but ultime, notre aboutissement? C'est quoi qu'on aimerait, faire à la fin du projet? C'est d'avoir une idée de la fin. Puis, c'est les résultats aussi qui sont attendus de cette vision-là. Ce qui est important de cette étape, c'est vraiment de faire attention à ne pas juste penser au niveau financier. Donc, vraiment essayer d'être dans les idées, de pas, tout en étant quand même réaliste, là, mais de ne pas trop s'arrêter aux éléments qui peuvent, aux freins et tout ça. Donc, c'est vraiment de s'assurer de rêver en quelque sorte, tout en étant un peu réaliste. Donc, il faut faire attention aux pièges. Il faut s'affranchir du besoin de survie de l'organisme, comme je disais. Donc, les pièges, il y en a entre autres 4 que je voulais vous mentionner, puis que des fois, on se rend compte que c'est un peu ce que les gens pensaient ou c'est comme des mythes de base en quelque sorte. Donc, tout ce que nous faisons doit être pérennisé. La solution est de trouver un montant égal pour remplacer le financement à la fin. Il est plus facile de réfléchir à la pérennité au cours des derniers mois de notre financement. Les communautés ont l'argent pour financer et soutenir tous les projets pilotes qui s'avèrent efficaces et pertinents pour la communauté. Donc, en ayant peut-être, en mettant en garde contre ça, peut-être qu'aussi on est capable d'essayer de penser au-delà de nos soucis quotidiens. Bien sûr, l'évaluation va se baser sur la situation actuelle. On prend la mesure de ce que nous faisons présentement, mais aussi de nos ressources, autant de l'organisme que mutuellement. Puis ensuite, c'est sûr que là, on teste un peu la réalité. Là. Par rapport à notre vision, qu'est-ce qui peut être pérennisé? Et puis, c'est là qu'on a introduit les termes d'efficacité ou d'efficience aussi. Est-ce que nos résultats, qu'est-ce qu'on désire laisser à la communauté? Qu'est-ce que le projet va permettre de catalyser? C'est quoi le changement que le projet va faire? Puis, comment nos étapes vont nous permettre d'être efficaces? Ensuite, la dernière étape, c'est bien sûr de passer à une stratégie. Donc, de s'établir une recette d'action à poser pour pérenniser les éléments qu'on aura choisis. Ça peut prendre la forme d'un plan d'action. Ça peut prendre la forme de chemin de changement, donc une planification qui nous amène, c'est le changement qu'on veut, donc c'est quoi les étapes pour l'atteindre, puis ces étapes-là peuvent être mouvantes dans le temps en fonction de l'écosystème, en fonction de tout contexte politique qui peut arriver. Ça peut être un plan d'affaires aussi, ça peut être un aspect de notre projet, il y a un potentiel d'affaires, puis ça pourrait permettre d'autonomiser cette partie-là de projet. Ensuite, ça peut être aussi une feuille de route, de se dire, il y a encore des actions communes à réaliser, qui sont à réaliser à la fin du projet. Donc, c'est que ça serait quoi nos objectifs, puis qu'est-ce qu'on sera en mesure de réaliser. Puis, c'est aussi une recherche de financement à tout ça, de se dire, comment on pérennise aussi avec du financement? Comment on se donne les moyens? Donc, j'espère que cette présentation, là, qui est très succincte, qui est rapide, vous a quand même permis d'anticiper le concept, puis va alimenter vos réflexions sur les avenues possibles pour vos projets déjà à la fin. Puis tout ça dans le but d'accroître vos impacts. Ce qu'il faut savoir là, avec la planification, nous, de notre côté, on peut vous accompagner, mais c'est difficile de vous donner un gabarit ou une démarche très claire. D'abord parce que vous êtes très diversifié, mais aussi parce que chaque projet aura une démarche qui va être unique, qui va être participative, adaptative, à évaluer, suivre et bien sûr à reproduire idéalement. Donc, les prochaines étapes, ça va être pour nous de vous fournir quand même un certain guide.
Sachez qu'il y a certains organismes qui, eux, ont décidé de se faire accompagner par des firmes externes. Nous, au niveau du FAQDD, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des 4 étapes, vous accompagner, voir avec vous à préparer vos animations s'il le faut pour amener vos comités à se poser les bonnes questions. Aussi, ben, il y aura comme un gabarit très succinct là, pour rappeler les 4 étapes, puis ce qui est nécessaire vraiment de base à savoir pour un processus de pérennisation. Donc, ça s'en vient très prochainement. Et puis, sachez que la meilleure porte d'entrée, là, c'est vos conseillères là, qui sont attitrées à vos projets, là, qui pourront vous guider à ce niveau-là. Donc, je rappelle le lien du portail. Donc, si vous voulez aller voir la présentation plus en détail. Puis, ben, si vous avez des questions, je serai prête à prendre les questions. Puis, tu me diras, Claudia, à la fin, si on a assez de temps pour un exemple. On a un bon 15 minutes, si on veut. Puis, tu peux départager ton écran peut-être pour qu'on se voit. Donc, avez-vous des questions sur la pérennisation, les plans de pérennisation qu'on vous demande de faire? Oui, Alizée. Allô? Oui, c'est bon. Je n'arrivais plus à me démuter. Mais c'est par rapport aux activités, donc de ce que je comprends, on ne cherche pas à ce qu'elles soient toutes pérennisées, on va choisir les meilleures. Mais ça, on va devoir l'évaluer au fur et à mesure. On va faire un guess au premier plan de pérennisation au début du projet, mais au fur et à mesure, on va pouvoir changer ça. Parce que on s'entend que des fois, on pense qu'une activité va super bien marcher, puis en fait, pas vraiment. Et en fait, c'est une autre qui va mieux résonner avec la communauté. Ben, moi, mon conseil, c'est vraiment d'avoir un plan de pérennisation, ben, une démarche de pérennisation qui est mise en place au début, peut-être annuellement, d'avoir comme de prévoir des étapes d'évaluation. Puis ce sera, les plans de pérennisation sont demandés à la fin, à la reddition finale. Donc, c'est là que ça n'empêche pas qu'il y ait des étapes de ce plan-là qui auront déjà été réalisées entre-temps si vous l'évaluez nécessaire, là. Mais c'est pour ça qu'ils sont demandés à la fin. OK. Merci. Mais idéalement, si vous voulez commencer plus tôt, c'est parfait, là, parce que si vous êtes dans les derniers mois du projet, ça se peut que ça ne soit pas une priorité. Mais on a mis d'en faire un premier, c'est ça, en même temps que le plan d'évaluation, puis après le revoir chaque année, à chaque rapport finalement, revoir, puis mettre à jour pour donner un dernier qui ferait du sens. Oui, puis qui a évolué avec votre projet. Exactement. Merci. Donc, le processus pendant tout le projet, mais le plan final à la fin. Oui, tout à fait. Myriel. Bien, c'était ça ma question. Dans le fond, le livrable qui est dû, c'est le plan de pérennisation, puis celui-là, il est dû à la fin des 3 années. Mais c'est ça, dans le fond, l'objectif, c'est de le commencer dès maintenant, puis là, comme on dit, de le mettre à jour. Est-ce qu'il y a un gabarit pour ça ou, tu sais, justement parce que, comme on dit, chaque projet est unique, ben c'est à nous à le partir, ou est-ce qu'il y a quand même comme un gabarit? Ça va être dans les 4 étapes que je vous ai présentées. Donc, fondement, consensus, évaluation. OK. Oui. Donc, ça va être globalement ce que je vous ai présenté. On ne veut pas non plus être trop canné, une démarche que peut-être ne correspondra pas à toutes vos réalités. Donc, mais globalement, là, vous avez vu un peu sur quoi on s'enligne pour un gabarit. Puis, juste une autre question, c'est ça, dans le plan de pérennisation, dans le fond, parce qu'un projet peut avoir beaucoup d'activités, c'est à nous à cibler justement des activités. Dans le fond, il y en a certaines qui vont être uniques, là, dans le sens qu'ils ont un début, une fin, puis ils vont servir à consolider. Fait que c'est à nous à venir aussi identifier lesquels sont à pérenniser et lesquels non. Parfait. Exact. Avec vos partenaires idéalement, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, Manon, j'irai avec mon exemple, puis après, on pourrait aller à la pause. Excellent. Donc, sans parlant, je vais partager la présentation.
je tombe sur mon exemple. En fait, j'en ai deux de différentes échelles. Là. Je voulais vous me présenter quelque chose d'un peu plus. Attendez un petit peu là. Voilà. Donc, la présentation, ça c'est un exemple vraiment plus global. Là, c'est la Croix-Rouge canadienne qui avait le programme de cours de natation depuis 1946. Donc, là, je vous rappelle un peu la mission de la Croix-Rouge qui était d'aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience. Donc, en 1946, il y avait énormément de noyades au Canada. Donc, la démarche que la Croix-Rouge canadienne a mis en place, c'est d'offrir des cours pour les jeunes. Puis suite, ça a duré très longtemps au Québec. Et suite à une amélioration du taux de noyade, on ne se dit pas qu'il n'y en avait plus, et puis aussi par rapport à d'autres mandats qu'ils recevaient du gouvernement, bon, on sait, là, les inondations, tout ça, là, il y avait beaucoup de mandats pour d'autres problématiques. Ils ont décidé, après une évaluation, une réorientation stratégique, de transmettre, pardon, là, j'ai de la misère, ils ont vraiment cédé à un autre organisme qui est la Société de sauvetage, qui était déjà un organisme qui œuvrait dans le reste du Canada. Donc, comme résultat, ils ont transmis à un organisme qui avait une mission similaire, qui avait toujours pour but de réduire les noyades. Ils ont transféré 250 partenaires et moniteurs auprès de la société. Il y a quand même encore 250 000 jeunes au Québec par an qui sont formés à la natation. Le programme est un peu différent, donc ça permet d'aller chercher aussi d'autres tranches de la population, comme les immigrants. Puis, les courses étant basées plus sur l'endurance, ils sont moins longs, puis ça permet d'accueillir plus d'enfants dans un contexte où les infrastructures ne sont pas suffisantes pour former tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, la Société de sauvetage, il y a aussi eu des enjeux de leur côté, c'est-à-dire que les infrastructures sont pas toujours suffisantes partout. Et au niveau, eux, leur but, ce serait bien sûr de pouvoir se coller au système éducatif pour former tous les enfants. Donc, il y a quand même des enjeux qui ont été passés. Là, c'était pas un projet qui était réglé dans tous ces aspects. Oui, Fanny? Ouais, j'ai quand même une question là-dessus, parce que le grand enjeu du plan de pérennisation, c'est lié aux ressources, de ne pas être dépendant des ressources de Action Québec-Climat. Donc, je comprends le côté de cessation de cet exemple de cessation à notre organisme, mais en quoi cet autre organisme a plus les capacités d'être autosuffisant financièrement que soi-même en créant une offre de service qui est justement pérenne, qui nous permet d'être pérenne financièrement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Croix-Rouge canadienne, avec les dons, puis aussi avec les ententes gouvernementales, est arrivée à une certaine pérennité là, notoriété, oui, OK. Oui, c'est une certaine notoriété, une autosuffisance. OK. Oui. C'est sûr que oui, vas-y, excuse-moi. Ça, c'est moi, c'est ça veut dire que dans le temps, ils ont pérennisé des financements, ils ont pérennisé, il y a comme plusieurs aspects qui ont. Mais ça, c'est vraiment un projet qui est très mature. Je ne pense pas qu'avec Action Climat, il y a du financement pour aussi longtemps. On le souhaite, mais je ne suis pas sûre. Donc, en fait, je peux aussi vous présenter un plus proche de plus petite échelle. J'ai de la difficulté avec mes slides. J'ai encore le temps, Claudia? Oui, oui. D'accord. Donc ici, c'est un organisme qui a été financé par le dernier appel d'Action Climat qui a pris fin. C'est le Centre Jacques-Cartier, qui est un organisme là, qui prône la résilience des jeunes. Donc, il y a de la réinsertion et tout. Donc, leur mission, leurs résultats qu'ils cherchaient à obtenir dans le projet qui a été financé, c'était sur le thème de la décroissance. Puis, ils ont voulu créer un oasis urbain, ils ont voulu mettre en place puis pérenniser un café réparation, puis mettre en place un festival de décroissance pour sensibiliser la population. Donc, ils ont eu quand même beaucoup
de freins, entre autres le COVID n'a pas aidé. Mais c'est un exemple qui vous démontre qu'ils ont quand même eu, excusez-moi encore avec ma présentation, ils ont quand même eu des petits, je vais y aller comme ça, excusez, ils ont quand même vécu des freins, puis ils ont aussi eu beaucoup de succès dans une certaine mesure, si on peut dire. Donc, leur facteur de succès, dans leur cas, c'est qu'ils ils ont fait preuve d'énormément d'adaptabilité. Donc, on savait avec le COVID, on l'a tous vécu, il fallait s'adapter assez rapidement à toutes sortes de nouvelles choses. Ils ont un réseau de partenaires très solide localement, puis ils sont très proches des citoyens du quartier, ce qui fait que c'est des facteurs de succès qui ont permis au projet de consolider l'oasis urbain. Donc, ils ont eu des apprentissages, puis ils l'ont transformé en fonction plus des besoins, puis aussi quelque chose d'un peu plus durable là, par des arbres fruitiers, puis des fines herbes. Au niveau du café réparation, ils ont mutualisé un local. Ils ont eu des difficultés avec l'assurance pour le leur, donc ils ont fait part de ça à leurs partenaires qui œuvraient déjà un petit peu dans tout ce qui était offre de formation. Donc, ils ont mutualisé un local pour que le café réparation y ait lieu. Il y avait déjà des bénévoles, il y avait déjà un bassin de membres. Donc, ils ont été chercher ce partenaire-là. Puis, ils ont consolidé aussi leur festival de la décroissance parce que là, je me suis peut-être trompée à ce niveau-là, c'est que avec leur formation, qui n'ont pas eu le choix de faire en ligne, ils ont quand même mis les bases de leur festival qui maintenant actuellement, c'est pas Action Climat permet le festival et il y a eu lieu ou va avoir lieu très prochainement. Ils ont aussi disséminé, donc c'est-à-dire qu'avec les fonds qu'ils ont reçus, ils ont acheté une trousse qui permet un café réparation en soi, et puis ils peuvent le prêter à tous les centres communautaires qu'ils désirent de la Ville de Québec pour mettre en place des cafés réparation, puis disséminer un peu le projet. Puis ils travaillent actuellement sur un guide, puis peut-être éventuellement une ressource qui pourra aider les centres communautaires à mettre en place des cafés réparation pour avoir plus d'ampleur. Donc, c'est une preuve, en quelque sorte, d'un projet que, malgré les freins, malgré les embûches, on réussit à, par la force du milieu, par les partenaires, à trouver des avenues pour poursuivre les projets, les impacts. Donc, c'est quand même un projet à petite échelle qui montre là, que certains aspects de projets peuvent évoluer. Super, Manon. Est-ce que ça fait le tour de ta présentation? Oui. Oui, bon, je vais te laisser départager l'écran. Donc, j'espère que vous avez compris que c'est vraiment une bonne idée de commencer à penser à la fin de son projet dès le début de son projet. Ça se prépare, ce genre. Donc, pour ça qu'on vous a mis une condition de réalisation, c'est pour que vous commenciez à y penser, vous le travaillez. Et puis là, on va parler après la pause de l'évaluation de vos projets. Et comme Manon l'a dit, il y a des éléments qui doivent être évalués pour pouvoir réaliser un projet. Donc, on va parler de justement comment on peut insérer certains de ces éléments-là dans les matrices d'évaluation que vous allez tous devoir produire très prochainement. Alors, je vous laisserai prendre, je vous enverrai prendre une courte pause. Si ça ne vous dérange pas, on reviendrait dans 10 minutes, donc à 3h05. Alors, bonne pause. À tout de suite. Bon. Alors, j'espère que vous êtes prêts à parler d'évaluation. Mon sujet préféré au FAQD. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore parler de ça. Alors, voilà. On va attendre. Yes, on va commencer. Alors, je vais partager mon écran. En fait, je vais parler à Fanny parce que je vais utiliser, je pense, pour illustrer un peu ce que je vais dire, je vais vous présenter là, dans les prochaines minutes la matrice d'évaluation que vous allez devoir nous remettre 75 jours suivant la signature de votre convention. Donc, c'est sûr que ça votre premier objectif, c'est de signer votre convention. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la matrice après, mais je vous rappelle que
60 jours après la signature de la convention, il y a la matrice d'évaluation et le plan de suivi qui est à remettre au FAQDD. Donc, je vais vous la présenter. Et pour un peu illustrer, Fanny Love, pour un peu illustrer le propos de ce que je vais vous présenter, je pense que je vais utiliser l'exemple de Coop FA. Si ça ne vous dérange pas, l'exemple des collabs, parce que je pense que c'est une bonne façon d'illustrer les choses que vous allez devoir mettre dans votre matrice. Donc, Fanny, si je fais des erreurs, tu m'arrêtes, mais je pense que c'est quand même un bon exemple. Alors, je repartage mon écran. Et je remets ma présentation. Alors, avant de vous présenter la matrice en tant que telle, un instant, je vais essayer de la mettre en plein écran. Non, ok, c'est pas la même, excusez-moi. Je vais, non, abort. Excusez, je vais reprendre la bonne chose et puis je vais vous le mettre. Ok, c'est ça, parfait. Alors, alors, donc, je vais parler des éléments à considérer pour l'évaluation de vos projets. Donc, on peut se poser la question sur quel genre de type d'évaluation que vous allez déployer. Est-ce que vous allez envoyer le projet à l'externe? Est-ce que vous allez faire de façon partagée? Donc, pour la petite histoire, comme je vous disais en prévu à la rencontre, on nous a mandaté au FAQDD de bonifier le suivi d'évaluation des projets financés par la Sécu phase 3, dans cette phase-ci. Et de la façon qu'on a abordé le mandat, c'est qu'on est en train de déployer un projet pilote en évaluation participative qui est dédié aux projets locaux et régionaux financés par ACQ. Donc, vous avez, parce que vous êtes un projet national, vous avez déjà cette obligation de faire de l'évaluation de projets. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Mais les projets locaux et régionaux n'ont pas cette obligation à ce point-ci de l'histoire. Et étant donné, encore une fois, la grande diversité de projets qui sont financés par ACQ, ça aurait été un petit peu illusoire de penser qu'on aurait fait un gabarit ou une façon de faire qui pourrait marcher pour tous les projets. Donc, l'approche participative, c'est vraiment l'idée de ramener la tâche d'évaluation vers l'organisme. Donc, c'est l'organisme lui-même qui fait l'évaluation de façon participative. Donc, il le fait lui-même. Et je veux vous inviter à considérer cette option pour l'évaluation de vos projets nationaux. Je le sais qu'il y a quelques porteurs ici qui considèrent déjà cette option-là. Si vous la considérez ou même si par curiosité, je vous invite à participer à la formation sur l'évaluation participative de projets. Là, c'est vraiment une introduction que je vais donner le 24 11h à midi. Donc, en soi, même si vous décidez de ne pas le faire pour ce projet-là, ça peut être intéressant juste de comprendre un peu comment que ça peut se faire. Mais je vous encourage totalement à le considérer dans le cadre de ce projet-là. Moi, je trouve que le projet pilote, je vois beaucoup, c'est du renforcement de capacité en évaluation en cascade. Donc, moi, je ne suis pas une experte en évaluation participative. Je me fais accompagner par un expert en évaluation participative évolutive. Donc, il s'appelle Ludovic Descorets. Donc, lui me coach et m'apprend un peu c'est quoi les choses à faire, les séquences, ce qu'il y a à faire pour faire de l'évaluation participative. Moi, mon but à terme de ce projet-là, c'est de coacher et de faire descendre un peu le savoir vers les conseillères au FAQDD. Bon, pour que le FAQDD s'approprie vraiment cette façon de faire-là. Donc, par exemple, former Manon, qui commence à être pas pire avec les tâches d'évaluation en général. Donc, si on a cette expérience-là, ben là, après, nous, on peut même vous faire bénéficier de ça. Donc, on peut faire de la capacité, d'augmentation de la capacité vers vous. Et puis, vous, là, on l'a vu avec Manon, ce qu'elle disait à propos de la pérennisation. Souvent, c'est avec des partenaires que ça se fait. Donc, même vous pourriez cascader ça encore davantage. Donc, éventuellement, moi, je me dis, quand le plus de gens qui sont au courant de c'est quoi l'évaluation, la plus de fait, vraiment, le projet, je vous encourage à considérer de faire vos projets cette fois-ci en mode participatif. Et en sachant qu'on est en train de se développer une expertise au FAQDD, donc on va pouvoir vous accompagner dans cet effort-là également. Mais vous n'êtes pas obligé, là, je vais juste en parler parce que c'est mon petit projet d'adam. Alors, premièrement, type d'évaluation à déployer. J'aimerais aussi mentionner d'emblée qu'on a un grand intérêt là, qu'on aimerait vous faire part de considérer les anciennes cohortes de participants si vos projets en sont à un deuxième ou à un troisième financement. Et pourquoi je dis ça? C'est que ACQ favorise vraiment les projets à fort potentiel d'impact structurant. Quand on fait de l'analyse de projet, nous, pour sélectionner, pour financer, vraiment, là, est-ce que le projet est structurant? Donc, ce n'est pas juste un projet dans une place, c'est un projet qui peut changer les structures autour et donc les effets, justement, vont être un peu plus pérennes.
L'affaire, pas le problème, mais l'enjeu avec les projets structurants, c'est que souvent, l'effet de ces projets-là sont à long terme. On peut les identifier vraiment à long terme quand on parle de changement de politique, changement de comportement. Souvent, les changements de comportement, c'est quoi? On fait une formation, puis le lendemain, les gens vont changer leur comportement. Ça peut prendre 10 ans, même chose pour des politiques, des normes gouvernementales ou peu importe, donc des processus. Donc, les effets sont à long terme. Et puis, donc, pour vous, surtout ceux qui en sont à leur deuxième, troisième financement, vous avez des anciennes cohortes, vous pouvez avoir accès à justement ces effets structurants, des activités que vous avez menées il y a financement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller mobiliser des vieilles cohortes pour voir, bon, alors maintenant que vous avez fait ce programme-là il y a 10 ans ou la certification, c'est quoi les impacts à long terme beaucoup plus tard? Donc, on vous encourage vraiment, si c'est votre cas, à considérer de vous tourner vers vos anciennes cohortes. Cela dit, on est très au courant qu'il y a la loi 25 qui peut peut-être poser des bâtons dans les roues de cette approche-là. Par exemple, le Coop FA, je sais que vous êtes avec des jeunes. Est-ce que vous allez avoir accès à vos anciens jeunes? Ça peut être un enjeu à considérer. Il y a plusieurs trucs La loi 25, vous êtes tous tenus en ce moment d'avoir un ou une responsable de cette démarche-là au sein de vos associations. Donc, vous pouvez toujours vous tourner vers cette personne-là pour voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire avec ce qui avait été mis en place dans les anciennes cohortes. Si vous n'avez pas été chercher le consentement écrit pour pouvoir utiliser les données personnelles de quelqu'un, je pense que c'est 3 ans, là, donc vraiment à vérifier avec le ou la responsable de cette démarche à l'interne. Mais ce que je vous dirais, donc peut-être vous allez avoir de la misère à aller vous tourner vers les cohortes, quoique c'est pas impossible. Vélo Québec, qui voulait aller voir, bon, ils ont fait des cours de vélo, eux, chez les jeunes, puis là, ils voulaient voir plus tard, justement, est-ce que les cours de sécurité à vélo ont eu de l'impact chez les jeunes? Eux, leur hypothèse, c'était si les jeunes apprennent la sécurité, plus tard, ils vont utiliser le vélo. Et là, ils adoptent une méthode maintenant où ils vont aller dans une école secondaire où ce programme-là roulé depuis longtemps, et ils vont essayer de trouver 2 cohortes, une qui l'ont fait, une qui ne l'ont pas fait, dans la même école secondaire. Donc, il y a quand même toujours moyen d'essayer d'aller chercher ces gens-là, même si, à cause de la loi 25, vous avez des problèmes de recrutement. Peut-être via les profs, pourquoi pas, il y a peut-être manière d'aller chercher encore des gens. Mais aussi, surtout, ce que je vous dirais de vous rappeler en ce moment, c'est là, vous allez mettre des outils en place maintenant. Vous allez recruter des gens dans le futur, au cours des 3 prochaines années, pour faire des sondages, pour faire de la collecte de données. C'est vraiment maintenant qu'il faut mettre en place les choses, le consentement nécessaire pour que vous puissiez éventuellement avoir accès à ces gens-là dans 5, 6, 10 ans, si vous voulez porter un regard un petit peu plus comme ça rétrospectif. Donc, vraiment, l'élément à considérer, c'est d'aller vous voir un peu ce qui est possible à faire pour vos anciens participants et de bien enligner vos outils maintenant pour que plus tard, vous puissiez avoir accès à ces gens-là. Manon, je sais que c'est toi qui avais beaucoup regardé les choses sur la loi 25. J'ai oublié quelque chose d'important par rapport à ça. Non, mais si vous voulez, on peut. J'avais envoyé un courriel à l'autre cohorte où ça répertoriait un peu les informations générales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Oui, ben, ça me fait penser, là, après cette rencontre-là, je vais vous envoyer, là, je vais vous présenter la matrice d'évaluation. C'est sûr qu'on vous l'envoie après la rencontre. On pourrait peut-être mettre ce courriel-là. Et je pense que je vais l'envoyer à tout le monde, finalement, dans la présentation qu'on fait aujourd'hui. Si vous voulez retourner voir des choses, vous pourrez le faire en temps et lieu. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de parler, les anciennes cohortes, les types d'évaluation participative? Ça va? Alors, et maintenant, sans plus tarder, la matrice. Alors, je vais départager mon écran. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez. Je repartage mon écran et j'ouvre. Voilà! Elle est toute chaude. Elle a été approuvée il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Alors, voici la matrice. Je vais la mettre un peu plus grosse. Alors, premièrement, donc c'est vraiment ça qu'on va vous transmettre. Donc, vous allez remplir les informations ici. Et on a voulu vraiment parce qu'on s'est rendu compte que les porteurs de projets n'étaient pas tout à fait égal au courant des effets recherchés par Action Climat Québec. Donc, on a voulu vous rappeler un peu c'est quoi les effets recherchés par Action Climat Québec et on va les passer, je vais les lire avec vous parce que ça va être la base de la discussion avec nos collègues du ministère juste après la présentation de la matrice. Donc,
certainement, il y a des effets immédiats qu'on recherche via Action Climat Québec. Les effets immédiats sont quand même assez liés à, là, vous allez faire des plans de suivi, il va y avoir des indicateurs, des cibles pour des activités. Les effets immédiats sont quand même liés à ça. Donc, la participation des citoyens et des organisations dans les projets réalisés. Donc, on a fait tant de formations, il y a eu tant de personnes. Donc, ça reste quand même des choses que vous allez devoir faire étape via vos éditions de compte. Même chose pour l'amélioration des connaissances des citoyens et des organisations en matière de changement climatique. Donc, c'est toujours une bonne idée si vous faites une formation de passer un sondage, avez-vous amélioré vos connaissances, mais ça peut, on va revenir aux méthodes, les sondages, ça peut quand même être un peu limité. On revient à ça. Renforcement des capacités des citoyens et des citoyens à participer à l'action climatique. Là, on rentre quand même dans des effets qui sont un petit peu moins, je dirais, dans une reddition de compte standard. Là, ça serait étonnant que ça se retrouve dans votre plan de suivi. Donc, ça peut vraiment être un effet intéressant à considérer pour votre évaluation. Mais le gros à gagner, là, en tout cas, à mon avis, à moi, c'est de lier vraiment votre évaluation aux effets intermédiaires recherchés par ACQ, autant que faire se peut. Alors, les effets intermédiaires sont l'appui des citoyens aux initiatives d'adaptation et d'atténuation. Donc, en termes d'acceptabilité sociale, c'est très important cet effet-là. La création d'environnement favorable pour susciter des changements de comportement et de pratique. Donc, environnement favorable, ça peut quand même être pris de façon large, avec plusieurs détonations de concepts, mais c'est un effet recherché. La modification des normes et des pratiques des organisations publiques et privées, donc dans le cas des projets qui se concentrent sur ce type d'acteurs. L'adoption de nouvelles politiques, orientation, règlement, un peu la même chose là, avec les acteurs un peu plus institutionnels. L'allocation de nouvelles ressources dans les organisations pour renforcer l'action climatique, la multiplication des initiatives d'action climatique, le changement de comportement des citoyens et finalement le renforcement de la motivation des individus et des organisations à agir. Donc, il y a d'autres effets recherchés par le programme qui vont peut-être moins se retrouver ici dans vos matrices d'évaluation, les effets leviers du programme, la contribution à l'adaptation, à l'atténuation. Quoique, il y en a là, pour vous, ceux qui font peut-être de quantification de gaz à effet de serre qui vont être réduits, ça, je pense que ça pourrait se catégoriser ici. Rayonnement des projets réalisés, pérennisation des activités initiées. Donc là, on rentre dans les sphères un peu de ce que Manon disait un peu plus tôt. Et l'acquisition de consolidation d'expertise et d'influence par les organismes bénéficiaires et leurs partenaires. Ça aussi, ça peut être un effet qui pourrait rentrer dans les matrices d'évaluation. Donc finalement, pas mal tous ces effets-là. Les deux premiers ici, là, je dirais que ça va être un peu plus dans vos plans de suivi, mais sinon, tous les autres, si vous avez l'impression que votre projet est comme, ah oui, vraiment là-dedans, on va vouloir voir l'expliciter dans votre matrice d'évaluation. Et on revient à ces effets-là juste après que je vous présente justement la matrice d'évaluation. Alors, elle ressemble à ça. Donc, déjà, la question que je vous ai posée d'emblée, qui va être responsable de faire cette démarche-là? Est-ce que vous allez ramener cette tâche-là d'évaluation à l'interne? Donc, ça va être l'équipe interne. Est-ce qu'il va y avoir un comité d'évaluation? Donc, si vous avez une méthode participative, quand vous viendrez à la formation le 24 avril, vous allez voir que le comité d'évaluation, c'est méthodologiquement très important. Vous pouvez envoyer ça en ressources externes, à une équipe de recherche universitaire, à des consultants, ou il y a peut-être d'autres façons que vous pourriez imaginer de faire la tâche. Donc, vous allez devoir nous préciser ça d'emblée. Mais le cœur de la matrice, il est ici, donc en bas. Et donc là, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de passer colonne par colonne, puis je vais vous expliquer, il y a plus d'informations, là, je donne plus d'informations là-dessus, justement dans la rencontre sur l'évaluation participative, mais on va quand même passer un peu de temps à vous décrire chaque colonne, et c'est là que je vais l'exemple de Ecolabs de Coop FA. Donc, juste pour vous rappeler un peu le projet, je l'utilise parce que c'est moi qui l'avais analysé, puis je m'en rappelle quand même très bien.
Ecolabs veut aller former des coops chez les étudiants dans les écoles primaires. Hein, c'est ça, Fanny Wilcox. Voilà. Alors, donc, sur des sujets variés, ça peut être une serre hydroponique, ça peut être une friperie, ça peut être plusieurs choses, plusieurs coops différentes, mais c'est vraiment pour développer l'esprit de leadership, d'entrepreneurship des jeunes et leur donner un peu un sentiment de pouvoir d'agir en lien avec l'action climatique. Mais aussi, je me rappelle très bien, dans la demande de financement, qu'il y avait un volet tout pour les enseignants. Donc, l'idée étant la manière que Ecolab fonctionne, c'est par une série de formations d'ateliers. Donc, comment gérer un CA, comment mettre sur pied tout ça. Une série de formations que Coop-FA va donner via le projet. Mais si je me rappelle bien, le projet vise aussi à autonomiser les professeurs à éventuellement pouvoir donner ces formations-là. Donc, c'est de former les professeurs à donner ces formations-là, à donner ces ateliers-là, pour que même les professeurs soient on a vraiment déjà réfléchi à de pérennisation du projet. Je ne peux qu'imaginer. Moi, je le vois comme ça. Ces accès. Alors, si on revient avec ces exemples-là, on va commencer par devoir déterminer c'est quoi les effets recherchés. À quel effet votre projet contribue-t-il? Donc, c'est sûr que là, nous, de notre perspective, on aimerait ça vous voir réfléchir autour d'un effet intermédiaire, même d'autres types d'effets recherchés par ACQ, qui était sur la page précédente. Mais ça peut être aussi tout autre effet recherché. Si vous venez à la formation sur l'évaluation participative, je vais vous dire que vous allez devoir avoir un comité d'évaluation avec toutes les parties prenantes, des bénéficiaires aux partenaires, aux intervenants sur votre comité d'évaluation qui vont tous contribuer à essayer de déterminer quel aspect du projet va être évalué. Parce que là, il y a toujours tellement plus d'aspects possibles, c'est un peu comme la vie, là, il y a tellement plus de choses, le fun à faire que de temps, de ressources, de moyens pour les faire. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. Et donc, il faut déjà voir quels sont les aspects du projet qui pourraient être évalués. Donc, si on revient à l'Ecolabs, c'est certain qu'il y a quelque chose avec les étudiants. Il y a tout le cœur du projet, ça vise les étudiants. Donc, un des effets ici, ça serait les étudiants. Ça serait peut-être, là, je dis des choses, on va y repenser, Fanny, mais ça serait peut-être le changement de comportement des citoyens, peut-être ça serait la multiplication des actions climatiques, mais tout ça pour dire qu'il faudrait réfléchir à le fait d'aller former des étudiants pour faire des coops, puis pour les faire travailler sur des enjeux, ça reste une dimension du projet. Mais une autre dimension du projet, c'est lié à l'effort d'aller former les enseignants. C'est quand même deux choses différentes dans le projet. Et c'est probablement un autre effet recherché. On est peut-être ici consolidation d'expertise, on est peut-être ici dans pérennisation des projets quand on parle de former les enseignants. Donc, dans chaque projet, c'est ça qu'il faut se rappeler, il y a probablement plusieurs dimensions du projet qui pourraient être évaluées. Je n'aurais pas tendance à vouloir toutes les mettre. Il faut vraiment faire une investigation de c'est quoi nos ressources, c'est quoi le temps qu'on a, qu'est-ce qui est utile, pour qui on fait ça, pourquoi on fait ça. Et on va voir ici même que ça finit avec justement un peu l'utilité de tout ça. Donc, moi, j'ai tendance à dire less is more. Allons-y pour l'essentiel et faisons-le bien pour qu'on puisse avoir une bonne confiance en nos résultats à la fin. Donc, mettons qu'on se dit 2 effets recherchés par le projet, ça pourrait être très bien. Cela dit, après, il peut y avoir plusieurs questions qu'on peut se poser par effet, par dimension du projet. Il peut y avoir plusieurs questions. Donc, si on revient aux jeunes de Coop-FA, bon, on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils réalisent des apprentissages via les activités? Ça pourrait être une question, mais ça pourrait être aussi, 5 ans plus tard, sont-ils encore des leaders? Donc, ça serait comme vraiment deux questions différentes. Et là, je vous encouragerais à dire, par question d'évaluation, il va y avoir une ligne. Donc, par effet, il va peut-être y avoir 2, 3 questions. Mais après, là, chaque question d'évaluation va avoir sa ligne parce que là, une fois qu'on va avoir déterminer les questions d'évaluation. Et là, si vous le faites de manière participative, là, on voit le comité d'évaluation là, avec toutes les parties prenantes qui font des tempêtes d'idées. Ensuite, on peut catégoriser les idées dans des
des idées dans une méga question. Bref, comment qu'on arrive aux questions d'évaluation, c'est un processus en soi et comment ça se fait. Ça peut se faire à l'interne avec la petite équipe, ça peut se faire en comité d'évaluation. Bref, il y a différentes façons d'y arriver, mais il peut y avoir plusieurs questions par effet. Mais donc, par question, on va avoir une ligne, je commence à dire peut-être même qu'il va y avoir des dédoublements de lignes. Parce que là, après, la question à se poser, une fois qu'on a nos questions d'évaluation, ben, il va falloir se dire quels sont les indicateurs que je peux avoir accès et que je peux observer. Un indicateur, c'est quelque chose qui est observable, mesurable. Donc, il doit être accessible. Donc, c'est vraiment de se déterminer. Donc, si je reviens aux deux questions que j'avais... Et là, je réfléchis à voix haute avec vous, mais donc, est-ce que les étudiants qui font les écolabs réalisent des apprentissages? Bon, ben là, les indicateurs, ça serait peut-être de voir quelles étaient leurs connaissances. Souvent, quelles étaient leurs connaissances sur un enjeu avant de faire le processus, quelles étaient leurs connaissances après. Donc là, on est dans le niveau des connaissances des étudiants, ça serait ça l'indicateur, les connaissances des étudiants vis-à-vis des enjeux climatiques. Donc ça, c'est un indicateur. On peut l'observer, les connaissances. On peut poser des questions, on peut voir si les gens... Donc c'est mesurable, c'est observable, un indicateur. Tandis que, est-ce que ces jeunes-là, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, sont encore des leaders? Bien là, peut-être que l'indicateur, ça serait la participation à différentes initiatives en action climatique. Donc, ça serait un autre indicateur. On n'est pas dans les connaissances, on est ailleurs comme façon d'observer que les jeunes continuent d'être engagés plus tard. Donc, comme ça, quand une ligne, puis après on continue l'indicateur, une ligne par question, je pense que c'est une bonne manière de le voir. Une fois qu'on a identifié c'est quoi nos indicateurs, on va vouloir savoir quelles sont les sources d'informations qu'on va consulter pour avoir accès à nos indicateurs. Donc, si on dit que les indicateurs, c'est visible, mesurable, accessible, mais c'est visible, mesurable, accessible via quoi? Via qui? Donc, est-ce qu'il faut poser des gens à quelqu'un? Est-ce qu'il faut asseoir nos étudiants après les écolabs pour faire des groupes de discussion? Ben, là, on est dans les mesures, mais bref, est-ce que c'est les étudiants des écolabs d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les étudiants qui ont fait des écolabs il y a 5 ans? C'est qui? C'est les gens à qui il va falloir poser des questions. Mais ça pourrait être aussi de l'analyse documentaire. Par exemple, pour mon autre question est-ce que les professeurs... si on était la question qu'on se posait par rapport aux professeurs, est-ce que les professeurs qui ont été formés pour donner des formations réalisent des actions ou réalisent d'autres écolabs? Ça pourrait être une question. Ben là, après, source d'information, ça pourrait peut-être être le cursus des professeurs qui ont fait les écolabs, qui ont fait la formation plus tard. Donc, on regarde c'est quoi leur plan de cours, leur plan. Ça pourrait être aussi documentaire. Donc, on peut dire que ça peut être aussi des quoi. Donc, une fois qu'on a déterminé les sources d'informations, ben là, on va vouloir savoir ça va être quoi les méthodologies qui vont être déployées pour aller chercher ces informations-là. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire des sondages? Les groupes aiment beaucoup les sondages. Je déteste pas les sondages, mais je trouve quand même que les sondages, ça peut être un peu limité. Ça peut donner une bonne indication en termes un peu quantitatifs de ce qui se passe, mais ça ne donne pas toujours toutes les informations non plus. Donc, des sondages à considérer, mais moi, bon, j'ai fait des qualitative dans les études. Donc, moi, je suis toujours fervente pourquoi on ne va pas faire une série d'entrevues ou même un groupe de discussion. Donc, on assoit plusieurs étudiants qui viennent de faire les écolabs, puis on teste un peu leurs connaissances comme ça. Donc, ça peut être justement du sondage, groupe de discussion, entretien individuel, recherche documentaire, comme je le disais, vers quoi? Des fois, c'est la recherche documentaire qui pointe vers ça. Ça peut être aussi des journaux de bord, des journaux de bord. Donc, par exemple, dans le domaine alimentaire, là, je pense à Équiterre, si on voulait savoir si les étudiants au lunch mangent plus de protéines alternatives via le projet, ben peut-être qu'on pourrait faire remplir un journal alimentaire aux étudiants à chaque jour. Et puis là, on va nous donner comme ça. Ça peut être même des fois juste de l'observation. Si on veut savoir comment les gens interagissent avec quelque chose qu'on met en place, on peut juste aller observer les gens de façon neutre. Donc, il y a vraiment différents outils de mesure qui peuvent être déployés pour avoir accès aux indicateurs là, vers les sources qu'on veut avoir. Et vraiment, ça dépend de ce qu'on veut aller chercher. La bonne méthode va vraiment dépendre de ce qu'on veut aller chercher. Quand on veut aller chercher des changements d'attitude, des changements, des choses qui sont très subtiles, les sondages, moi, je trouve que ça apporte peu de réponses. Là. Moi, je sais comment je réponds à un sondage. Là. C'est toujours
là. Des fois, je mets 5, des fois, je mets 3 quand c'est très extrême. Mais si on veut savoir, est-ce que les gens ont changé d'attitude envers un objet, souvent, des entretiens, des groupes de discussion, ça va peut-être être mieux. Mais si on veut savoir comment ils se déplacent pour aller à l'école, au travail, d'autres méthodes, des sondages ou des journaux de base, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Donc, vraiment, là, il va falloir réfléchir à c'est quoi la meilleure méthode pour aller chercher l'indicateur qu'on recherche. Quand la collecte de données sera-t-elle effectuée, il y a tellement de choses qui ont besoin d'une mesure avant l'intervention et une autre mesure après l'intervention. Comment aller déterminer si les étudiants, via la participation aux écolabs, vont avoir acquis des connaissances? Si on n'a pas de mesure avant l'intervention, ben, on ne pourra pas savoir comment. Donc, c'est vraiment important de déterminer quand la collecte de données va être responsable. Qui va être responsable de la collecte de données? Donc, est-ce que c'est quelqu'un à l'interne? Est-ce que c'est un de nos partenaires? Donc, tout ça doit vraiment être négocié d'emblée, là, avant même de se lancer dans quoi que ce soit. Il faut déterminer tout ça. Et de façon vraiment cruciale, comment les résultats seront-ils utilisés? T'sais, moi, là, j'aime tellement pas des efforts pour faire de l'évaluation, puis que finalement, ça finit dans un rapport qui est mis sur une tablette. Donc, il faut vraiment se poser la question. On le fait pourquoi cette évaluation-là? Ça va servir à qui? Ça va servir à quoi? Et de se poser ces questions-là, dès le départ, ça peut même quasiment nous amener à faire des choix en différentes dimensions du projet ou même des questions d'évaluation. De se poser la question, ça va nous servir à quoi de faire tout cet effort-là, de déployer des ressources, d'énergie? Donc, on va vouloir voir tout ça dans vos matrices d'évaluation. Est-ce que vous avez des questions? Et là, je ne vois pas tout le monde, mais n'hésitez pas à parler si quelqu'un a des questions. Je vais départager mon écran pour vous voir. C'est beau? Tout est tellement clair. Bon, alors, c'est correct. Et je voudrais vous dire aussi que moi, je vais être là. Je tripe vraiment sur ce dossier-là. Je vois tellement de potentiel. Mais c'est pas là, il ne faut vraiment pas le voir comme on va taper sur les doigts si les activités que vous évaluez ne fonctionnent pas de la manière que vous l'aviez espéré. Tout ça, c'est des apprentissages. Tu sais, avec l'évaluation, surtout si vous le faites de manière participative, il faut prendre un petit peu une petite distance par rapport à son projet pour voir c'est quoi les forces, les faiblesses, qu'est-ce qu'on peut. Les forces, ça va peut-être être des choses qu'on va vouloir pérenniser. Il y a les faiblesses, c'est des choses à adresser. On peut peut-être même faire un nouveau projet. Ludovic, mon expert en évaluation participative, me dit souvent que tout le temps qu'on passe pour faire de l'évaluation comme ça, c'est souvent du temps qui nous est regagné à la fin quand on veut déterminer qu'est-ce qu'on fait à la suite de nos projets, comment qu'on repense d'autres projets. L'évaluation, ça gagne beaucoup de temps à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est du temps sur... Bon, là, je vous dis, si vous l'envoyez à l'externe, ça ne sera pas trop de temps, mais je vous encourage à le faire de façon participative. Est-ce qu'il y en a, mais je sais qui mais est-ce qu'il y en a d'autres qui considéraient cette option? Même à la rencontre, vous pourrez peut-être moi, en tout cas, en travaillant ce dossier-là, je me suis dit, en détaillant toutes les étapes d'une évaluation participative, pour moi, ça m'a fait, c'est fait. Donc, de le voir étape par étape de manière méthodique, là, je trouve quand même que ça démystifie un peu la démarche, mais si vous l'envoyez à l'externe, on va être très content aussi de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? Voilà. Alors, pour des questions spécifiques sur les plans d'évaluation, vous pouvez toujours vous mettre avec votre conseillère attitrée premièrement, mais souvent, ça va me revenir à un moment donné. Je vais sûrement vouloir m'asseoir avec tous d'entre vous pour discuter de vos matrices d'évaluation, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Ah, aussi, dernière chose, avant que je donne la parole à Jean-Thomas et à Stéphanie, si vous avez déjà fait de l'évaluation, si vous êtes à votre deuxième, troisième financement ACQ, la dernière fois, je sais que vous aviez un enfant de l'évaluation. Pour moi, refaire la roue, là, de toujours évaluer les mêmes choses, ça ne vaut pas. C'est rare qu'on a tant des résultats différents d'une phase à l'autre. Donc, si vous avez vraiment déjà bien évalué un aspect de votre projet, c'est peut-être une opportunité d'aller évaluer un autre projet. Donc, à penser qu'il y a quelque chose qui a changé systématiquement dans le projet ou dans la façon
aborder un des enjeux que vous êtes, non, ça vaut la peine de réévaluer ça. Donc, mais si vous avez déjà fait quelque chose, vous avez déjà réalisé des apprentissages par rapport à d'autres projets, ben là, ça serait peut-être une bonne idée d'essayer d'aller évaluer autre chose. On aura l'occasion de s'en parler visuellement. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions là-dessus, je passerai la parole à Jean-Thomas qui voulait profiter de votre présence pour avoir une discussion justement sur les effets recherchés par ACQ. Est-ce que ça serait utile, Jean-Thomas, que je repartage la slide sur les effets ACQ ou... Oui, je pense que c'est une bonne idée, oui. Parfait. Alors, je vais faire ça. Et je te laisse aller, Jean-Thomas. Oui, il y a peut-être du bruit autour là, que vous allez entendre. Je vais séparer pour voir. C'est pas ça. Je suis pas dans le place, ça. Bon, attendez. Vas-y, Jean-Thomas, je vais y arriver, là. Oui. En fait, c'est ça. Je vous explique. Claudia a posé la question tantôt, à quoi va servir l'évaluation? C'est vraiment une question que vous devez vous poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire à travers cette évaluation? C'est quoi les questions principales qu'on souhaite tester? Puis, à l'intérieur des projets, il y a des hypothèses sur lesquelles on sait, par exemple, qu'il y a de la littérature. On sait que construire une piste cyclable, ben, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de personnes qui vont utiliser le vélo pour se déplacer. Donc, c'est pas nécessaire d'aller tester une hypothèse sur cette portion d'un projet, par exemple, avec l'Académie Vélo Sympathique. C'est pas nécessaire de tester est-ce que ça est vrai ou pas. Donc, ça, on peut s'appuyer sur ce qui existe comme littérature. Donc, il faut, dans un projet de recherche, dans un projet, un projet d'évaluation, pour moi, ça ressemble un peu à un projet de recherche, là. Il faut choisir les questions qui vont être utiles au projet. Puis là, ici, il y a comme deux buts. L'évaluation, elle va servir à votre projet, mais elle va aussi servir, en tout cas, nous, on va utiliser ce que vous aurez produit pour ça va servir pour documenter les effets du programme Action Climat et témoigner des effets-là auprès du Conseil du Trésor, par exemple. Oui, j'arrête. Tantôt, une petite minute, là. Je vais aller rondement. Donc, c'est ça. La manière qu'on a procédé, on est parti des projets de la phase 1 ou même des phases précédentes d'Action Climat pour sortir des effets qu'on observait. Donc, on est allé d'une manière empirique. Quand on a choisi, quand vous voyez la liste d'effets-là, ce n'est pas des effets qu'on a sortis de notre chapeau qui viennent de nulle part. Ils viennent de projets comme les vôtres qui ont été financés en 2008, en 2012, en 2017, en 2020. C'est en s'appuyant sur ces projets-là qu'on a sorti ces effets-là. Donc, évidemment, vos projets ne généreront pas tous ces effets-là. Ils vont en générer certains. Puis donc, comme le disait Claudia, il faut se concentrer sur à essayer de documenter les effets qui sont pertinents dans le cadre de votre projet, puis, sans aller démontrer des choses qui ont déjà été démontrées. Là, donc, moi, la question que je me posais, la question que Stéphanie et moi, on se posait, c'est, bon, est-ce qu'il y a des effets autres dans le cadre de vos programmes, de vos projets qui pourraient être générés et qui s'inscrivent pas là? Donc, c'est ça, c'est de ça dont on voulait discuter avec vous. Puis là, en même temps, je vous pose la question, puis là, je suis un petit peu stressé là, parce que je me dis, c'est quand même rough là, comme discussion. Il faut s'approprier les effets, se poser la question, mais ça peut être une discussion. En fait, cette discussion-là, si c'est pas un grand débat aujourd'hui, ayez ça en tête, vous, la réflexion pour mesurer les effets de votre projet, ben, peut-être qu'il y a des effets qui ne sont pas identifiés par le
le programme et qui pourraient aussi nous intéresser ultérieurement. Sachez que c'est tout, on fait ces demandes-là, c'est vraiment là, pour vos projets, on veut que vos projets soient plus pérennes, on veut que vos projets là, fassent des bons apprentissages, que vous soyez capable de les mettre en valeur. Donc, vraiment, s'il n'y a rien d'autre, pas d'autres questions en jeu à soulever, je vais lever la séance. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Moi, je me mets comme note de vous envoyer cette présentation-ci, la matrice d'évaluation et aussi un peu l'information qu'on avait déjà de trouver sur la loi 25. Si vous avez des questions, des enjeux, quoi que ce soit, vos conseillères en premier, si c'est en rapport avec l'évaluation, je vais vous revoir un peu tous un après l'autre, j'en suis certaine. Et puis, sinon, je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne continuation de projet. Bye bye! Merci beaucoup. Merci, bye. Salut. Bonne fin de journée. Bye. Je ne sais pas.